Le récif est toujours foisonnant de vie, éclatant de couleurs. Le ballet des poissons est incessant. Petits et gros tourbillonnent dans un décor de rêve. Tout s'organise autour de la structure corallienne. À certains endroits, c'est une succession de creux et de bosses. Il y a comme des accès, des ouvertures dans le récif. Des entrées aux jolies découpes laissent entrevoir la structure interne. À faible profondeur, ces premiers espaces ressemblent à de longs couloirs étroits, où le sable de corail blanc renvoie les rayons du soleil qui ont réussi à s'infiltrer. Ces lieux ne ressemblent en rien aux failles plus profondes, là où la luminosité est plus faible. Certaines cavités sont de véritables grottes sous-marines, des endroits obscurs qui ne laissent personne indifférent. Ces endroits, très particuliers, attirent notre curiosité. Et un voyage au cœur du récif est une véritable aventure. On sait qu'il existe une faune et une flore spécifiques aux grottes. Mais qu'en est-il dans les failles moins profondes? Quelle vie y rencontre-t-on? Existe-t-il des animaux particuliers? En fonction des différents types de cavités, les espèces rencontrées ne sont pas les mêmes. Par exemple, les vivaneaux et les rougets sont des poissons nocturnes qui, le jour, préfèrent rester tranquillement dans l'obscurité des failles. Dès la nuit tombée, ils se dispersent pour chasser petits poissons et crustacés. Ils se sont installés dans un endroit stratégique. Cette faille, proche de l'extérieur du récif, et donc de leur zone de chasse, constitue un camp de base idéal. Dans leur sillage, quelques mètres plus loin, on se trouve nez à nez avec une magnifique Méduse Aurélie, que rien ne semble pouvoir dévier de sa trajectoire. En la suivant du regard, on s'aperçoit que ce n'est pas une, mais 10, 20, 30, peut-être 50 méduses qui s'agglutinent au fond de cette cavité. Cette concentration n'est pas le fruit du hasard. Les méduses se laissent porter par le courant. Elles ont dérivé et se retrouvent là, prisonnières. Seul un courant inverse pourra les délivrer. Dans une autre cavité, on remarque la présence d'apogons, encore des poissons nocturnes au repos. L'espèce est représentée ici par deux types. Il y a ceux à rayures et ceux à dominante jaune, avec un maquillage en pointillés bleu fluorescent autour des yeux et de la bouche. On s'approche discrètement. Un poisson semble rejeter puis récupérer quelque chose. On s'approche encore et on a la chance d'assister à un phénomène extraordinaire. Un père incubant qui aère ses œufs. Il les lance presque hors de sa bouche et en un geste très précis, les retourne avant de les récupérer.
Il renouvelle l'opération plusieurs fois de suite. Il les ventile afin de bien les oxygéner et assurer ainsi leur développement. Entre deux aérations, le père reste la bouche entrouverte. Les mâles apogons incubent ainsi entre 100 et 300 œufs. Durant cette période qui se reproduit plusieurs fois par an, ces pères dévoués doivent se passer de manger. On se souviendra longtemps et avec tendresse de ces pères apogons qui attendent patiemment l'éclosion de leurs petits, choyés et protégés dans leur bouche affamée. Comme souvent dans la vie marine, certains animaux se font passer pour des végétaux. C'est le cas des gorgones et des hydrozoaires. Ils appartiennent à la famille des cnidaires, celle des méduses, et possèdent tous des cellules urticantes. Les hydrozoaires vivent en colonies souvent dressées et branchues. Pour se nourrir, ils attrapent des organismes microscopiques en filtrant le courant. Ceci explique pourquoi les colonies sont très fréquemment couvertes de dépôts sédimentaires floconneux. Tout concourt à créer une atmosphère très particulière. Accrochés au plafond, comme d'immenses toiles d'araignée, les gorgones et les hydrozoaires renforcent le climat mystérieux de ces endroits. C'est un monde feutré et délicat qu'on n'imaginait pas si varié. Au pied d'une gorgone, un couple de cygnathes annelés nage en zigzag. Proches parents des hippocampes, les cygnathes aspirent comme eux les petits animaux planctoniques qui passent à proximité. Pour comprendre la formation de ces cavités, il faut s'intéresser à la structure du récif corallien. Le récif est constitué de corail qui pousse là où il trouve un support stable, un rocher ou une pierre par exemple. Une fois installé, le corail en attire d'autres qui n'hésitent pas à se fixer à proximité. À la base du récif, le corail mort sert de support aux algues et aux éponges qui le consolident. Dans cette colonisation anarchique, il n'est pas étonnant que le récif soit truffé de galeries sous-marines. Bien évidemment, le courant et les tempêtes aident aussi à façonner ces lieux. C'est la raison pour laquelle on rencontre souvent des éboulis de corail. Généralement, c'est à la surface que la violence s'est exercée. La force de la mer a fracassé des coraux, en a arraché des morceaux qu'elle a roulés vers le fond, entraînant tout sur son passage. Il n'est donc pas étonnant que le sol se retrouve jonché de corail mort. Comme des échafaudages, ces empilements maladroits et instables, façonnés par le temps et la mer, ont acquis une patine et une rondeur de sculpture primitive. Calcaire corallien, bactéries, algues et éponges s'entassent ainsi en une multitude de couches qui donnent naissance à une architecture très particulière. Lorsque la lumière devient plus rare, la couverture d'algues et d'éponges domine. Les tons rouges et verts attestent la présence des algues et des éponges encroutantes. Toutes les deux se répandent sur la roche et se font concurrence. Il est d'ailleurs très difficile de les différencier. L'algue en rouge se présente en plaques minces de quelques millimètres.
L'éponge en verre se différencie par des plaques épaisses et charnues. Dans les endroits où la lumière est très faible, la coloration des algues et des éponges provient de pigments, de sels métalliques ou de bactéries. Ces habitants immobiles attirent les prédateurs. Les nudibranches sont des limaces de mer. Il en existe des milliers, tous plus beaux les uns que les autres. Celui-ci, avec des crêtes et des monticules blancs, est parsemé de verrues jaunes. De la même famille, ce doris à 4 couleurs ne ressemble pas au précédent, mais tous les deux se nourrissent de spongiaires, d'où leur présence en ces lieux. Les organismes encroûtants font aussi partie du régime alimentaire de l'étoile de mer. On la reconnaît facilement grâce à ses bras en mosaïque hérissée de gros piquants coniques. Enfin, ce coquillage porcelaine pourrait presque passer inaperçu. Ce sont ses déplacements qui permettent de l'identifier. Avec une coquille lisse et un manteau rugueux dans les mêmes tons que son environnement, il glisse rapidement, les cornes en avant. C'est un omnivore qui se nourrit essentiellement des algues présentes autour de lui. On aura compris que ces animaux vivent ici car leur nourriture se trouve sur place. Ce ne sont pas spécialement des habitants de l'ombre, plutôt des opportunistes qui choisissent la facilité. Près de la surface, on trouve des labyrinthes formés par les coraux et par les éboulis. Ces cavités constituent néanmoins des lieux très éclairés, qui inspirent la tranquillité et la sécurité, car ils offrent la possibilité de refaire surface facilement. Plus en profondeur, le cœur du récif est traversé par des failles, des galeries et des grottes toutes très différentes et toujours uniques. Certaines, à la forme basse et arrondie, font penser à de petites chapelles, alors que d'autres plus larges et beaucoup plus hautes font penser à des cathédrales. Un paysage minéral, des jeux de lumière, des secousses et des bruits sourds génèrent une certaine appréhension. Les sons qui semblent venir des abîmes proviennent en fait des bruits de la houle, amplifiés et déformés par les parois. Devant ce cadre et cette ambiance, on ressent quelque chose de spécial, comme si on était témoin de la beauté du monde et de la vie. Les galeries les plus profondes s'apparentent à de véritables grottes sous-marines. En général, on les détecte à partir d'un surplomb qui dissimule une entrée secrète. On y pénètre avec prudence, car dans l'imaginaire, ces grottes sont souvent peuplées de monstres marins. Même si on n'y croit pas vraiment,
il persiste néanmoins une certaine crainte. Plus loin, des poissons de récif attirent notre attention. Un poisson-ange présente un comportement étrange. Il se retourne et nage à l'envers. Aurait-il perdu la tête et ses repères? Cet autre poisson de récif adopte la même attitude. En fait, il s'agit d'un comportement intelligent pour mieux voir et récupérer la nourriture. Ce poisson-ange royal, qui se livre au même manège, disparaît dans une toute petite cavité pour ressortir un peu plus loin. Ce miracle de la communication dans les cavités est un jeu pour les habitants du récif. Comment disparaître pour mieux réapparaître ailleurs? À côté, des acidies aux couleurs éclatantes recouvrent un morceau de corail mort. Étant donné la faible luminosité du lieu, leur coloration est surprenante. Ces découvertes laissent à penser que d'autres rencontres étonnantes sont possibles. Des poissons soldats gardent l'entrée d'une cavité et reculent à notre approche. Ces crevasses sont leur territoire. Avec leurs grands yeux adaptés à l'obscurité, les poissons soldats recherchent le jour les endroits sombres qu'ils occupent en troupes compactes de plusieurs dizaines d'individus. Selon certains, leur nom provient du fait qu'on les trouve toujours à l'entrée des cavités, tels des gardiens. D'autres mentionnent les fortes épines qui hérissent leur dos et leur donnent l'apparence d'être armés comme des soldats. D'autres, enfin, soulignent que leurs écailles rugueuses dessinent une sorte de cotte de maille et en feraient des guerriers du Moyen Âge. En bancs de dizaines, voire de centaines d'individus, les poissons soldats se déplacent tranquillement jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ne sont plus seuls. Durant une fraction de seconde, certains font preuve d'une grande agitation et tout à coup, tous disparaissent. Les poissons soldats partagent ce territoire avec d'autres, plus timides, mais au nom guerrier tout aussi évocateur, les poissons hachette. Ces poissons grégaires aiment les grottes et les surplombs, qui leur procurent un abri pour la journée. Ils doivent leur nom à leur corps aplati, en forme de hachette. Ils sont recouverts d'écailles argentées qui jouent le rôle de miroir réfléchissant la lumière. Ils se déplacent toujours en bancs très importants, quittent leur abri la nuit et se dispersent en pleine eau pour se nourrir de zooplancton. Sans éclairage, on voit par intermittence leurs reflets bronze et argent qui luisent dans le noir.
L'obscurité est d'ailleurs révélatrice d'une autre vie insoupçonnée. On éteint les lampes. Il faut attendre que nos yeux s'habituent au noir. Tout à coup, de petites lumières fugaces se déplacent de plus en plus nombreuses devant nos yeux émerveillés. Surtout, ne plus bouger, pour ne pas les faire fuir trop vite. Ce sont des poissons phares, des anomalopidés, c'est-à-dire des poissons qui possèdent un organe lumineux sous chaque œil. C'est une poche remplie de bactéries luminescentes que le poisson peut découvrir et recouvrir 50 fois par minute. À l'aide d'une petite lampe, on réussit à en apercevoir un. D'un tempérament très craintif, il disparaît de manière quasi instantanée. On rallume les lampes. Une épaisse couche de sédiments recouvre les parois. On a l'impression d'être dans un espace cotonneux et feutré, dans un paysage lunaire parsemé de découpes géométriques noires qui correspondent en réalité à des fissures plus ou moins importantes. On ne voit rien d'autre qu'un paysage minéral. En s'approchant, ce qui ressemblait à une couche de poussière se révèle être un tapis d'algues très coloré. Comment la couleur a pu s'installer là où il n'y a pas de lumière? En fait, ces plantes vivent grâce à la chimiosynthèse, c'est-à-dire qu'elles tirent leur énergie des composés organiques ou minéraux, et non pas de la lumière, comme dans la photosynthèse. Cette découverte a été faite par des bathyscaphes américains et français à la fin des années 70, lors de plongées dans le Pacifique par environ 2500 mètres de fond. C'est seulement à partir de cette date que l'on a admis que la lumière du soleil n'était pas une condition indispensable à la vie. Le plafond de ces grottes est constitué d'une infinité de petits reliefs, une structure duveteuse érigée de pics. Ce sont en fait des coraux appelés coraux arbuscules, dont la couleur varie du jaune à l'orange. Contrairement aux autres espèces, ils ne contiennent pas de zooxanthelles. Ils doivent leur teinte à leurs propres pigments. Le cœur du récif est un univers de creux et de bosses, de coins et de recoins, avec ses labyrinthes déserts, ses dédales de coraux, ses surplombs, failles, galeries et grottes qui alimentent des angoisses ancestrales, des mythes fous et des mystères toujours renouvelés. En réalité, l'esprit curieux sera ébloui par ce monde des ténèbres.